Olá, eu sou o professor Rui Badaró e estamos no quarto Summit ESG do Badaró e De Luca. Hoje temos a grata satisfação de receber a professora Christine Lebel, que vai conversar conosco sobre um ensaio, uma análise crítica sobre a questão agrícola entre a França e os países do Mercosul. O mundo não está em paz. E nessa perspectiva, nós sabemos que existem guerras em curso na Europa, no Oriente Médio. Os preços da energia oscilam ao sabor das decisões que misturam estratégia militar e cálculo eleitoral. Cadeias de abastecimento que antes pareciam invisíveis, agora rangem em público. E no meio dessa desordem, que já não é exceção, mas paisagem, a comida continua sendo produzida, transportada, regulada e com inquietante frequência, pessoal, mal distribuída. É nesse cenário que se insere um dos acontecimentos jurídicos mais importantes dos últimos anos. Quem leva a sério a relação entre comércio internacional e agricultura? O acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Não é um acordo qualquer. São mais de 25 anos de negociação, uma área de livre comércio que abrange mais de 700 milhões de pessoas e uma cronologia recente que exige atenção, porque os fatos se movem com mais rapidez do que a maioria dos comentaristas conseguem acompanhar. Recapitulemos. Em dezembro de 2024, a União Europeia e os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, chegaram ao acordo político. Em 9 de janeiro deste ano de 2026, nós tivemos a grata satisfação de saber que o Conselho da União Europeia aprovou a assinatura por maioria qualificada, 21 votos a favor e 5 contra, com a França, a Áustria, a Hungria, a Irlanda e a Polônia votando contra. Em 17 de janeiro, a cerimônia de assinatura foi realizada em Assunção, no Paraguai. 4 dias depois, em 21 de janeiro, o Parlamento Europeu votou por uma margem de apenas 10 votos pela remessa do acordo ao Tribunal de Justiça da União Europeia, pedindo um parecer sobre a sua compatibilidade com os tratados. Esse parecer pode levar até 2 anos. E mesmo assim, no final de fevereiro, a Comissão Europeia anunciou que pretende aplicar provisoriamente o acordo comercial interino, o que pode ocorrer já em maio de 2026. Estamos, portanto, diante de um acordo que está simultaneamente assinado, contestado judicialmente e em vias de aplicação provisória. Um trem que anda cujos freios estão sendo discutidos enquanto ele se move. E é exatamente aqui que entra o direito. Não o direito dos manuais, que chega depois para descrever o que já aconteceu, mas o direito como ferramenta de compreensão do que está acontecendo, do que está em jogo. E é por isso que o tema que nossa convidada de hoje escolheu para este episódio é tão preciso quanto necessário. L'essai d'une analyse critique sur la question agricole entre la France et les pays du Mercosur, um ensaio de análise crítica sobre a questão agrícola entre a França e os países do Mercosul. A questão agrícola, não a questão comercial, não a questão tarifária, a questão agrícola. Essa escolha de palavras não é inocente. E quem conhece o rigor intelectual da professora Lebel sabe que ela não usa um termo no lugar do outro por acaso, porque o que está em jogo não são apenas tarifas sobre carne bovina, açúcar ou soja. É a assimetria normativa entre dois blocos que pretendem comerciar livremente enquanto operam sob pesticidas bumerangue, substâncias banidas na Europa, fabricadas lá mesmo, exportadas para o nosso continente e que retornam como resíduos nos alimentos importados pela própria União Europeia. É o destino das denominações de origem, o Comté, o Roquefort, o Prosciutto di Parma, cuja proteção é condição de sobrevivência para milhares de produtores europeus. E é também o que acontece com quem planta, com quem colhe e com quem é pago uma fração do que merece, dos dois lados do Atlântico. Bem-vindos ao Summit ESG do Badaró e De Luca, quarta edição. Desde 2022,
Este webinar existe para levar pensamento de qualidade às pessoas. 10 encontros por ano, de fevereiro a novembro, sem limitação temática, sem agenda fechada. O que nos move é a responsabilidade política dos juristas, o que eu denomino de obrigação de não ficar calado quando o silêncio favorece a injustiça. Isso é o S do ESG, Environmental, Social and Governance, o compromisso social do nosso escritório com a sociedade que nos sustenta. A professora que nos acompanha hoje é uma das vozes mais autorizadas da Europa sobre o que acontece quando o direito encontra a terra. Literalmente. Recebo com imensa satisfação a professora doutora Christine Lebel. Christine é maître de conférence, professora associada, com a Habilitation à Diriger les Recherches, HDR, que é a mais alta titulação acadêmica do sistema universitário francês. Ensina e pesquisa direito privado na Universidade Marie-Louis Pasteur, em Besançon. Mas dizer isso é dizer pouco, porque Christine opera num campo que no Brasil só agora começa a ganhar o que os franceses denominam com toda a precisão do droit de la vigne e du vin, o direito da vinha e do vinho. Não é uma especialidade ornamental, prestem atenção. É o direito que regula cadeias produtivas inteiras, que protege denominações de origem, que define quem pode plantar, o que e com o rótulo pode vender. É o direito que decide, meus caros, se o nome champanhe significa alguma coisa ou nada. Na qualidade de expert, Christine integra a delegação francesa junto à Organização Internacional da Vinho e do Vinho, que é o mais importante organismo intergovernamental do setor vitivinícola no mundo. É a vice-presidente da Associação Francesa de Direito Rural. É delegada da França no Comitê Europeu de Direito Rural. É tesoureira atual da Associação Internacional dos Juristas do Direito da Vinha e do Vinho. Co-dirige o mestrado em Direito dos Negócios de sua universidade e coordena o eixo de pesquisa sobre atividades econômicas e profissionais do Centro de Pesquisa Jurídica de Franche-Comté. Para quem pensa que o direito rural é um direito menor, Cristina é a melhor refutação viva. Em 2023, ela recebeu o prêmio da OIV, o maior reconhecimento internacional do direito vitivinícola, pela obra Grand Arrêt de droit viticole, publicada pela editora Mar et Martin, e ela é esta obra, é a primeira sistematização rigorosa da jurisprudência vitivinícola francesa, uma obra que não existia antes com esse fôlego. Em 2025, ela coordenou Les Exploitations Agricoles Fragiles, pela editora Legitec, um livro sobre explorações agrícolas em dificuldade que pergunta, sem rodeios, se o direito europeu consegue proteger os pequenos e médios produtores diante de um mercado global que o pressiona por todos os lados. Ela já orientou vários doutorandos e vários doutorados já concluídos, e orienta nesse momento outros 5 doutorandos. Tem capítulos publicados sobre soberania alimentar, proteção de denominações de origem no quadro do Regulamento Europeu 2021-2117, financiamento das explorações agrícolas em crise e práticas comerciais desleais na viticultura. Uma bibliografia que é, ao mesmo tempo, tecnicamente rigorosa e politicamente corajosa, porque exige de quem a produz a disposição de dizer o que os outros preferem calar. É exatamente por operar nessa interseção entre o direito rural, o direito comercial e o direito internacional que a professora Christine é a pessoa certa para o tema que ela mesma propôs. Repito, um ensaio de análise crítica sobre a questão agrícola entre a França e os países do Mercosul. Não
se trata de alguém que opina de fora, trata-se de alguém que conhece o terreno. E uso a palavra em sentido literal, onde os efeitos desse acordo serão sentidos. Professora, a palavra é sua, ou melhor, a partir de agora eu vou passar para o francês e peço que acompanhe. Também peço desculpas por eventual mauvais prononcé. Chère Christine, bienvenue dans l'ambiance des 4e Sainte ESG des Badaro et des Luca. Chers amis du Brésil, de France, de partout où vous nous regardez. Bienvenue dans ce nouvel épisode du SMTSG de mon cabinet Badaro et de Luca. Vous venez d'entendre en portugais pourquoi ce sujet nous concerne si directement au Brésil. Permettez-moi maintenant de vous dire en quelques mots pourquoi il vous concerne tout autant. Les thèmes que Christine a choisis pour cet épisode essaient d'une analyse critique sur la question agricole entre la France et le pays du Mercosur, porte un titre d'une précision révélatrice. Christine parle des questions agricoles, pas des questions commerciales, ni des questions tarifaires. Ce choix est délibéré parce que l'accord de l'Union européenne et Mercosur ne porte pas uniquement sur des droits des douanes, il porte sur des modèles d'agriculture, des visions de la terre, des conceptions du droit qui ne coïncident pas et qui pourtant devront cohabiter. Il porte sur la question de savoir si la norme européenne phytosanitaire, environnementale, sociale, peut encore servir de référence dans un marché ouvert à des produits élaborés sous des régimes radicalement différents. Et il porte enfin sur l'essor de petits et moyens producteurs. C'est que Christine connaît mieux qui est quiconque parce qu'elle les étudie, le défend et leur donne une voix juridique depuis plus de 20 ans. Christine, vous êtes l'une des rares juristes capables de penser cette cohabitation avec la rigueur et la honnêteté qu'elle exige. La parole est complètement à vous. Bienvenue. Merci, merci infiniment, merci à tous. Voilà, je suis très très honorée d'avoir été sollicitée pour vous faire cette présentation et avec cette grande chance d'avoir à la fois le portugais et à la fois le français. Donc là encore, j'allais dire, on a déjà, j'allais dire, un énorme, un gigantesque, un magnifique pont entre l'Europe et le Brésil et l'Amérique du Sud. On en a déjà un par la langue. Alors, je vais vous présenter un petit peu les origines. Pourquoi on est arrivé à un accord Mercosur alors que dans la tradition institutionnelle de l'Union européenne, ce n'était pas le type d'accord habituel, convenu, négocié par l'Union européenne. Et puis on verra un petit peu justement sur la question agricole proprement dit, là où il y a effectivement une chance et là où il y a j'allais dire des tensions. Mais ce sont des tensions qui sont des inquiétudes au niveau français. Je vous parlerai de la question française puisque c'est la question que je connais le mieux. Alors, tout d'abord sur l'origine et le cadre institutionnel, eh bien, dans les années 1970, on avait des accords plus généraux, des accords de coopération, de partenariat
On appelait ça aussi parfois des accords de voisinage qui, je veux dire, qui étaient au-delà du commerce international, qui comprenaient aussi des obligations juridiques, que ce soit sur les marchandises ou que ce soit sur les services, peu importe. Et cette habitude, j'allais dire cette méthodologie dans la conclusion des accords a été modifiée parce que dans les années 90, il n'a pas été possible de réformer l'Organisation mondiale du commerce ou par l'Organisation mondiale du commerce. On a eu une espèce de panne, un temps mort où on n'a plus pu modifier les choses alors que le monde changeait, alors que l'économie changeait, alors que les productions changeaient. Et donc, en fait, le cycle de Doha est resté, je vais dire, bloqué, ce qui a obligé les pays, l'Union européenne, puisque ce n'est pas simplement un pays, d'envisager une autre technique de droit international public pour pouvoir conclure des accords. Et c'est ça, on est sur les années 2000 à 2006. On a eu une première série, j'allais dire, d'accords, pardon, qui a été conclue à partir de 2011. Alors, bien sûr, des accords bilatéraux ou régionaux selon le cas avec la Corée, le Vietnam, et puis on a eu l'Équateur et la Colombie, c'est pour ça que je parle d'accords régionaux, et enfin le Canada et le Japon. Et ces accords, en fait, avaient pour objectif de promouvoir un développement durable avec l'intégration de préoccupations environnementales, de préoccupations sanitaires, donc la qualité des produits, la santé des personnes, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs. Et donc, en fait, on a eu une vraie évolution dans le commerce international de manière générale, puisque ces préoccupations sont allées bien au-delà des barrières tarifaires et des barrières douanières. Je vais aller assez vite parce que je ne suis pas dans le cadre d'un cours universitaire où je vais refaire du droit international public. Et donc, c'est dans ce contexte-là que est apparue l'idée de créer un accord ambitieux entre les quatre États d'Amérique latine, donc l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay, et l'Europe. Et ceci afin de mettre en œuvre une formidable opportunité alors qu'on avait déjà un petit peu des tensions internationales, on va dire économiques, qui commençaient à apparaître. Et en fait, le périmètre de cet accord, alors bon, les données changent, hein, mais on peut dire que ça pourrait couvrir 25% du PIB mondial, ce qui est gigantesque, c'est-à-dire que, hein, et un marché d'environ 700 millions d'habitants. Alors bien évidemment, le nombre d'habitants, ça change tout le temps, puisque en fonction de l'Union européenne ou des pays du Mercosur, il y a des flux, on bouge, hein. Et puis il y a plus de naissances d'un côté, peut-être plus de décès de l'autre. Donc, mais bon, on va pas aller sur le chiffre statistique précis, ça n'a pas d'importance. En fait, la création du cadre Mercosur, c'est la création d'une des plus grandes zones de libre-échange au monde qui pourrait avoir pour effet principal de dynamiser les entreprises européennes désireuses d'avoir des échanges avec les pays du Mercosur et donc d'avoir des actions économiques sur les marchés sud-américains où il y a eu effectivement pendant très longtemps des différents éléments qui ont fait qu'on avait une espèce de protectionnisme, ou en tout cas où il n'y avait pas un libre-échange. Je veux dire, la culture du libre-échange telle qu'on la connaît aujourd'hui en Europe, en fait, il faut bien avoir conscience que c'est aussi le fruit de la construction juridique et économique de l'Union européenne. Donc en fait, l'idée, c'est de stimuler les deux grands blocs que sont les pays du Mercosur
et l'Union européenne. C'est pour ça que je parlais de grands ponts tout à l'heure au travers de l'Atlantique. Alors, effectivement, l'idée, c'est j'ai dire peut-être de dynamiser. J'aime bien cette image-là, chaque fois que je vois nos amis sud-américains et que l'on a eu aussi avec les Espagnols et les Portugais, les Italiens, c'est de dynamiser en fait quelque part toute cette histoire commune que nous avons pour renforcer des liens politiques et économiques. Nous avons, et vous le savez tous, nous avons des siècles d'histoire commune entre ces deux parties du monde. Et pourquoi ne pas la mettre pourquoi ne pas les optimiser? Pourquoi ne pas faire qu'on puisse avoir un avenir en commun, quelque part, un avenir économique commun, tout en respectant, bien évidemment, puisque l'idée n'est pas là, tout en respectant effectivement nos typicités. Alors, l'inconvénient, la question, le doute, la pierre d'achoppement, si je puis dire, elle va revenir, elle réapparaît sur le terrain juridique avec les questions des normes sociales et environnementales, puisque en Europe, nous avons eu la chance d'évoluer plus vite ou partir plus tôt, je ne sais pas, sur ces questions-là. Et aujourd'hui, effectivement, le ressentiment de certains entrepreneurs en France, de certaines entreprises, et surtout dans le secteur agricole, c'est le fait d'avoir une concurrence déloyale et peut-être de perdre des emplois ou qu'il y ait des disparitions d'entreprises parce que notamment en France, les entreprises agricoles, les exploitations agricoles sont de petite taille par rapport à la dimension des exploitations agricoles en Amérique du Sud. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Et donc, effectivement, peut-être que les agriculteurs français se sentent un peu petits et se sont un peu effrayés par la grandeur des exploitations en Amérique du Sud. C'est le fruit de l'histoire, c'est le fruit de choix politico-économiques, c'est une donnée, je n'ai pas d'avis à avoir sur cette question-là. Donc en fait, voilà, nos agriculteurs en France ont la crainte de voir arriver sur le marché français et sur le marché européen une grande quantité de produits agricoles plus ou moins transformés qui viendraient d'Amérique du Sud. Hein, ça, c'est important. Et l'autre aspect, c'est effectivement, il y a une donnée un petit peu environnementale, c'est le fait qu'effectivement, eh bien, ces matières premières agricoles, il faut les déplacer. Et donc, c'est la question du transport et également la question, est-ce que ça ne peut pas compromettre les objectifs européens en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre? C'est un petit peu derrière aussi. C'est peut-être moins visible, mais quelque part, la question de la durabilité, elle intervient aussi par ces questions. Alors, je vous le disais, il y a des opportunités dans le cadre de l'accord Mercosur pour l'agriculture. Donc, en fait, on a des tarifs qui sont un petit peu élevés pour certains produits européens, comme le vin, les alcools et les spiritueux, l'huile d'olive, le chocolat. Et donc, ça pourrait permettre d'avoir des exportations de ces filières vers le Mercosur. On pourrait aussi permettre de mieux protéger, on en parlait tout à l'heure dans l'introduction, de tous les pays européens qui bénéficient de ce qu'on appelle une indication de l'origine et de la qualité. Connaissez peut-être les acronymes, c'est IGP et AOP. Et donc, c'est vrai que l'Europe est très fière aujourd'hui de ce dispositif de protection de ces produits agricoles où, dans le cadre d'un mécanisme de cahier des charges, en fait, aujourd'hui, les cahiers des charges imposent des normes assez importantes sur la qualité des produits, mais aussi en matière de durabilité. Et aussi en matière sur les questions sociales, la façon dont les productions sont réalisées. Donc voilà. Et aujourd'hui encore, j'en ai entendu parler dans le cadre de la vigne et du vin, notamment avec le droit américain. Il est vrai que je veux dire, c'est une question sur laquelle les juristes européens sont très vigilants parce que c'est aussi une garantie du consommateur de pouvoir consommer un produit
de grande qualité. Et alors j'en profite puisque justement ce n'est pas avec les pays du Mercosur, donc on n'a pas de problème. Je parlais de la vigne et du vin sur les appellations d'origine, mais aussi aujourd'hui on voit naître en France, c'est vraiment, ça date d'il y a quelques jours, une question, une problématique à propos de la production des amandes, puisque par exemple en Europe et notamment en France, les amandes, on a une possibilité d'irriguer les amandiers mais dans de très faibles quantités par rapport notamment aux amandiers de Californie. Et la Compagnie des amandes de Provence vient de solliciter l'autorité de la concurrence en France, considérant que les amandiers de Californie, qui peuvent être irrigués autant qu'ils le veulent, donc fournissent un produit qui est nécessairement différent que les amandes qui bénéficient particulièrement d'une appellation d'origine. On est en train de réfléchir à une appellation d'origine en France pour les amandes. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, c'est un effet des évolutions du climat aussi, puisque aussi on plante à nouveau de la pistache en Provence. Donc, vous voyez, effectivement, on voit du coup que finalement, on va avoir des rapprochements on peut avoir des rapprochements sur certains produits du fait de ces évolutions climatiques, alors que peut-être il y a quelques dizaines d'années, la question ne se serait pas posée. Effectivement, la production en Provence, il y a 20 ou 30 ans, était extrêmement petite. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors la question, c'est le côté positif aussi, c'est qu'on va avoir une augmentation des exportations des productions de produits agroalimentaires vers le Mercosur, c'est-à-dire des produits agricoles qui auront été transformés, puisque en fait une des forces aussi de l'économie française, c'est d'avoir des entreprises qui transforment des produits agricoles en aliments. Et, euh, et donc, ça a aussi un point important dans le Mercosur. Et puis, il y a aussi la création d'un fonds de soutien euh, pour aider les agriculteurs européens euh, en cas de perturbation subie du fait, perturbation sur le marché des produits agricoles, qui serait une résultante de la mise en œuvre de l'accord Mercosur. Alors ça, c'est les aspects positifs. Maintenant, les critiques, hein, puisque je pense que même en Amérique du Sud, les critiques formulées en France, parfois avec beaucoup de tracteurs qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont fait le trajet entre la France profonde jusqu'à Bruxelles, en Belgique, hein, on en a entendu un peu parler. Alors, quelles sont-elles? On a une pression concurrentielle accrue. C'est-à-dire le risque, en fait, de voir augmenter les importations de produits agricoles sud-américains dont le coût de production serait moins important que chez nous, hein, donc moins coûteux. Il y a trois ou quatre, voire il y en a quatre agricoles plus un autre. Donc c'est la question du bœuf, de la volaille, du sucre, mais aussi du riz. Parce que la France, c'est aussi, hein, notamment la région de la Camargue, le delta du Rhône, est une région de production de riz. Et si vous ne le connaissez pas, à l'occasion, goûtez-le, il est vraiment succulent. Nous avons aussi la question des normes. Donc là, on revient sur le terrain du droit. On a en Europe, et encore plus en France peut-être, hein, on a des normes qui sont très strictes en matière d'environnement, d'utilisation de pesticides, la question aussi du bien-être animal, donc dans les conditions d'élevage. Et ainsi que globalement les conditions de travail, que ce soit les exploitants agricoles eux-mêmes ou que ce soit les salariés qui interviennent dans les productions. Et effectivement, tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur-là sont très inquiets puisque pour eux, il peut y avoir comment dire, une rupture dans les conditions juridiques de travail et donc que cela pourrait conduire à une rupture dans l'équité concurrentielle. Donc ça, c'est le deuxième point. Et un troisième point, c'est les organismes, ce qui vient d'un message de la part des organisations professionnelles agricoles en France. Ces organisations considèrent que les mesures proposées
dans le cadre de l'accord Mercosur ne serait pas suffisante pour compenser cette concurrence et considérer qu'en fait, ça serait vraiment pas beaucoup, les mécanismes de compensation seraient vraiment faibles et ne permettraient pas et risqueraient de mettre en péril l'agriculture française. Et ça, c'était vraiment le message que les agriculteurs dans la rue ont fait passer il y a encore pas très longtemps. Et tout spécialement en matière de produits carnés, ce qu'on appelle le bœuf, la volaille, principalement. Donc en fait, eux, ils pensent que du coup, les prix des matières premières agricoles en France seront, on va dire, tirés vers le bas pour pouvoir continuer à exister. Et donc, la question qui se pose pour eux, c'est la question du revenu et la question de pouvoir continuer à pouvoir réaliser leur activité professionnelle, à pouvoir continuer à rester agriculteurs. Et on comprend ainsi que pour eux, effectivement, ils s'inquiètent sur leur avenir à eux, et en même temps, puisqu'on a une agriculture qui reste encore très sensiblement et très majoritairement de type familial, eh bien, c'est aussi pouvoir transmettre leur exploitation agricole à leur descendance, à leur famille. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est voilà un petit peu le cadre où on en est aujourd'hui pour essayer de comprendre que par principe, les agriculteurs et la France n'est pas en position de refus absolu du Mercosur, mais en tout cas sur la question agricole, mais de dire qu'en fait, il y a des points importants, des points sur lesquels effectivement il faut faut être très très vigilant. Donc, si je décline un peu tout ça d'une manière un peu plus technique, je vais le décliner en quatre points de manière un peu plus générale et puis un peu après par type de filière agricole concernée. Donc, sur l'accord Mercosur en général, voilà, c'est un bel accord qui est l'aboutissement de 20 ans de négociations avec, on l'a dit, hein, des ensembles économiques, des structures juridiques aussi qui sont différentes. Voilà. On est avec des accords commerciaux qui sont quand même très ambitieux. Donc ça c'est quelque chose à souligner, c'est-à-dire on a envie, il y a quelque chose, une réelle volonté économique et politique de faire quelque chose de bien. C'est un accord qui n'a jamais, dont l'importance est à souligner, puisque c'est la première fois que l'Union européenne négocie un accord de cette importance-là avec un ensemble de pays de non hors Union européenne. Donc en fait, avec un environnement géopolitique aujourd'hui qui est compliqué, on n'a pas besoin de le souligner aujourd'hui. On est dans une période géopolitique complexe. Les enjeux stratégiques, eh bien, quels sont-ils? Ce sont à la fois des enjeux industriels, puisque à côté de l'agriculture, il y a des enjeux industriels. Il y a des enjeux aussi à propos de la sécurisation des approvisionnements, notamment sur ce qu'on appelle les matières premières critiques. Et donc, effectivement, derrière l'agriculture, et c'est aussi là où c'est pas simplement un accord agricole, eh bien, effectivement, il y a une place centrale dans l'accès mondial à certains minerais que l'on qualifie de stratégiques. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait que comme on porte cet accord, il est ambitieux et porte sur plusieurs domaines, on ne peut pas raisonner catégorie de domaine par catégorie de domaine, mais qu'il y a un phénomène de globalisation qui est quand même là et qui fait que, eh bien, l'agricole, on va l'intégrer avec ces autres enjeux. C'est aussi un marché de consommation en croissance, avec quand même une très belle opportunité pour les entreprises européennes, il faut le dire aussi, hein, à côté de l'agricole, bien évidemment. Alors, sur l'équilibre global, on a un équilibre qui est contrasté, j'allais dire, en fonction des filières agricoles qui sont concernées. Alors, il est bien évident, je vous le disais, et avec les autres domaines, on a un excédent commercial sur les biens industriels et sur les services, mais aujourd'hui, on a quand même un déficit structurel avec sur les échanges, pardon, agricoles avec les pays du Mercosur.
Donc, ce qui explique aussi ce que je viens de dire, toutes les craintes et toutes les frayeurs que le monde agricole français a. Et là, je vais faire une petite parenthèse un peu historique. Il faut pas oublier que depuis quand même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture française était quand même l'agriculture presque la plus puissante au niveau européen. Et tant que notre agriculture française est restée dans le cadre protégé de la politique agricole commune, et donc c'était une agriculture qui était j'allais dire le fleuron, un des fleurons de l'économie française. Et aujourd'hui, bien, on voit que le paradigme change et que dans le cadre du Mercosur, effectivement, le secteur agricole serait peut-être pour la première fois un peu mis en difficulté. En tout cas, certaines productions seraient mises en difficulté. Et donc ça permet bien, je pense, de comprendre pourquoi il y a des tensions, pourquoi il y a des crispations et pourquoi il y a eu des manifestations dans la rue de la part du monde agricole. Hein. Ça c'est quand même important. Euh, alors, en matière de secteurs qui seraient plus fragiles, schématiquement, la viande, je vous l'ai dit, le sucre, effectivement aussi un peu le riz, mais chez nous en France, c'est quand même vraiment plus petit comme production, mais aussi la question du biocarburant, parce que quelque part, le biocarburant doit être rattaché au secteur agricole parce que c'est de l'agricole non alimentaire. Hein, maintenant, de plus en plus, en fait, en France et en Europe, on va distinguer deux types de production agricole. On va avoir la production agricole à vocation alimentaire, qui est la production traditionnelle, classique, et on va aussi avoir la production alimentaire qui va être, qui va être un peu une production, j'allais dire, tournée vers l'énergie. Donc, le biocarburant, on a aussi en France, mais là, je vais dire, ça se pose moins dans le cadre des échanges internationaux, la question de la méthanisation, de la production de gaz par méthanisation. Donc ouais, aujourd'hui, et puis on a une troisième sorte, un troisième volet de l'agriculture dans le côté non alimentaire qui est en train de se mettre en place, c'est la production d'électricité par agrivoltaïsme, c'est-à-dire par photovoltaïque adapté au secteur agricole, c'est-à-dire de pouvoir utiliser sur des parcelles agricoles les deux types d'activités, continuer l'activité agricole et en même temps avoir des installations de photovoltaïque spécifiques. Donc voilà, c'est un petit peu la particularité aujourd'hui qu'on voit apparaître de plus en plus et que ces productions agricoles non alimentaires constituent un complément de revenus pour les agriculteurs et elles deviennent de plus en plus nécessaires. Alors, il y en a une autre production, une autre activité qui est aussi une source de revenus complémentaires, c'est le tourisme à la ferme, le tourisme agricole, et surtout dans nos belles régions viticoles, ce qu'on appelle le no-tourisme en français, et dans la version anglo-saxonne, c'est le wine tourism. C'est pas tout à fait la même signification, mais c'est aussi une source de richesse et de revenus pour nos agriculteurs. Donc voilà. Alors, pour revenir sur notre filière, nos filières un petit peu qui sont en difficulté, pour lequel effectivement on a le plus de tensions et de crispations, c'est la viande, le sucre et le biocarburant. Effectivement, tout simplement parce qu'en France, on n'a pas les mêmes capacités de production. Je le disais tout à l'heure, puisqu'on a des unités, j'allais dire économiques, d'élevage qui sont plus petites. Et puis parce que euh, il y a la question du bien-être animal qui, depuis aujourd'hui presque une vingtaine d'années, s'est invité dans la question des productions agricoles et qu'aujourd'hui, effectivement, par exemple, pour avoir de la volaille, eh bien, on considère qu'il y a des surfaces minimums par animal qu'il convient de respecter et que ces surfaces minimums ont été intégrées au niveau européen et donc deviennent des contraintes. Que en plus, depuis certaines réformes qui ont été faites dans les années 2018, 2020, eh bien, l'idée, c'est la population française, en tout cas, a émis l'idée que on ne puisse plus avoir des poulaillers, donc des établissements pour élever des volailles, dans des bâtiments fermés. Et on considère que les volailles devraient pouvoir courir dans la nature normalement. Or, effectivement,
en termes d'éthique, ça se comprend très très bien. En termes de coût, c'est complètement différent. Et donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles la question du bien-être animal, eh bien c'est bien, mais en même temps, ça induit des coûts supplémentaires. Et donc ça, c'est important. Et ces coûts supplémentaires induits par les normes en matière de bien-être animal ne sont pas forcément les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique, si je puis dire. Même au niveau européen, on sait qu'il y a, j'étais justement dans le dernier congrès du Comité européen de droit rural, on a eu une partie de la conférence sur ces questions-là et on sent qu'il y a même des différences entre l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, l'Allemagne, puisque c'était les pays les plus représentés, la Suisse aussi, mais la Suisse n'est pas l'Union européenne. Donc en fait, il y a quand même des différences sensibles et on n'a pas tous le même degré niveau d'exigence en matière de bien-être animal. Alors, que vous dire exactement? Le sucre, en fait, pour la France, ça concerne deux parties du territoire national. Ça concerne à la fois les betteraves sucrières, plutôt partie nord de la France, où en fait aujourd'hui c'est une filière qui est en souffrance, si je puis dire, à cause de la réduction des pesticides et que voilà, on a ce qu'on appelle le jaunissement des feuilles de la betterave que l'on ne peut plus traiter dans des conditions similaires à ce qu'on faisait et qui réduit sensiblement la qualité et le volume de production du sucre d'origine betteravière. Et puis aussi, on va pas l'oublier aussi, un peu le sucre qui nous vient de nos îles, de nos belles îles d'outre-mer, que ce soit aux Antilles ou à La Réunion. Et la production de canne à sucre est assez importante, pour ne pas dire vitale, dans ces territoires où il n'y a pas un développement économique identique à celui de la France métropolitaine. Donc c'est assez important aussi. Euh, voilà. Alors, je vais pas descendre, aller dans les détails techniques, mais ça, c'est vraiment les filières qui sont les plus en crise, où il y a le plus de questionnements, de craintes, et où effectivement les organisations, comment dire, professionnelles vont être plus bloquantes au niveau des négociations. En revanche, il y a aussi, et il faut dire les choses aussi quand elles sont bien, il y a des filières bénéficiaires, des filières pour lesquelles effectivement il y a un effet bénéfique par l'accord Mercosur. Bon, alors la première, bien évidemment, c'est le vin. On en parle tout spécialement, surtout la baisse, la baisse des barrières tarifaires ou la disparition des barrières tarifaires par les douanes. Effectivement, c'est un vrai plus pour tout le marché vitivinicole français, c'est-à-dire les vins et les spiritueux, parce qu'effectivement, on est aussi un pays où on produit beaucoup de spiritueux, même si on en connaît moins l'importance et le volume. Ah, on a quelques lois françaises qui font on est de plus en plus limité à parler de produits contenant de l'alcool et de consommation de ces boissons-là parce que ça serait inciter à la consommation et donc inciter à l'alcoolisme. Mais bon, par exemple, dans les beaux spiritueux, des très belles, c'est cognac, c'est l'armagnac, par exemple. Hein, voilà. Et puis, on a aussi des spiritueux qui ne sont pas d'origine viticole. On a bien sûr la chartreuse qui nous vient des Alpes, par exemple. On pourrait vous en citer quelques-uns. Et puis toutes nos eaux de vie qui viennent de production de la vallée du Rhône ou des productions fruitières, les alcools de framboise, de Mirabelle. Voilà, le catalogue serait trop long si je voulais être exhaustive. Donc voilà. Et donc la filière vin et spiritueux, en fait, pour elle, eh bien, l'accord Mercosur est un bon accord. Donc, vous voyez, c'est le lait aussi, la filière laitière. Nous avons l'avantage d'être dans une zone relativement tempérée, où, par exemple, cette année, nous aurons eu beaucoup de pluie. Et nous avons certaines parcelles agricoles sur lesquelles il est difficile de faire autre chose que de l'herbe. C'est un peu une fragilité. Et donc, sur ces parcelles-là, eh bien, les vaches qui produisent du lait, eh bien, se trouvent très bien. Hein, même si elles sont de temps en temps un peu dans des établissements un peu fermés avec des robots de traite, mais la filière laitière, effectivement,
pour la filière laitière, ce serait une véritable opportunité, puisqu'on estime qu'elle pourrait gagner environ jusqu'à 250 millions d'euros à l'export par an. C'est-à-dire quelque chose d'énorme. Alors la filière lait directe, mais aussi avec tout ce qui, parce quand on parle de la filière laitière, a priori on parle du lait, mais il faut voir tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les variantes transformées du lait. Et ben, ça va aussi, bien sûr, par nos nombreux fromages et les fromages d'appellation d'origine que nous avons. Alors, c'est vrai que, étant en poste en Franche-Comté, je vais dans une université en Franche-Comté, je vais bien évidemment vous parler en premier lieu du comté, qui est quand même l'un des fleurons agricoles français, mais il y en a d'autres, hein. On parlait tout à l'heure du Roquefort, mais je ne sais plus, je suis un peu fâchée avec les chiffres, mais nous avons une très très grande richesse dans notre pays et effectivement, eh bien, favoriser les échanges dans le cadre des pays du Mercosur, c'est aussi un superbe débouché avec les produits laitiers et les produits transformés à base de lait produit chez nous. Donc ça, c'est important. Alors bon, après, il faut trouver un équilibre avec les normes, hein, ce qui va pas, ce qui va. Et puis maintenant, il va falloir trouver, hein, c'est tout à fait je vais dire, c'est en même temps le symbole des juristes avec la balance de la justice, c'est trouver un équilibre entre des normes qui ont des objectifs, j'allais dire, responsabilité sociale des entreprises avec les chaînes de valeur, et c'est très important. Mais je pense qu'effectivement, être mieux, meilleur en termes de durabilité, en termes de chaîne de valeur, en termes de responsabilité sociétale des entreprises, je pense que c'est quand même un enjeu globalement pour nos sociétés, qu'elles soient sud-américaines ou européennes. Et je pense qu'effectivement, euh, l'accord Mercosur est important. Il faut envisager effectivement ces clauses miroirs. Il faut trouver, il faut réfléchir comment on peut, en ce moment on est uniquement dans une phase provisoire d'application. Il faut effectivement, c'est peut-être nous les juristes, à réfléchir comment on peut faire mieux, et notamment justement dans les contrats internationaux, et notamment par les créations de chaînes de valeur dans ces contrats internationaux, pour qu'en fait, le fait qu'on devienne meilleur ne soit pas forcément un coût supplémentaire qui soit, comment dire, déplacé sur le producteur. Et ça, je pense que c'est important, quel que soit le pays où se placent les producteurs. C'est pas les producteurs, et notamment dans des pays où il y a des plus petites unités économiques, puisqu'en fait, nous venons de l'Europe, on voit les grandes unités d'Amérique du Sud, mais il n'y a pas que des grandes unités. Il y a des régions où il y a des plus petites unités, des plus petites entités. Et donc, en fait, quelque part, ce qui est important, c'est qu'il y a une véritable équité dans tous ces échanges, par les clauses miroirs, par toutes les différentes clauses. Et c'est vrai que du coup, ben nous, juristes, on a quoi? On a certes l'accord que l'on doit respecter, mais dans l'exécution de l'accord, nous avons les contrats internationaux. Et c'est dans ces contrats internationaux qu'on doit être très vigilant. Donc j'ai une petite pensée pour les étudiants qui pourront m'écouter aujourd'hui. Eh bien effectivement, c'est vous, vous êtes les juristes de demain. Et il faut être extrêmement vigilant sur ces points-là pour qu'on puisse effectivement avoir un superbe pont juridique, un superbe pont institutionnel entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Parfait. Alors, Christine, je dois dire, euh, je viens de recevoir une leçon magistrale. C'est ça, je dois enregistrer dans ce moment. Euh, C'était magnifique, euh, unique. C'est ça. Simplement magnifique. Merci, merci à vous. Je peux poser quelques questions pour recevoir ton opinion à propos de tout ce que nous recevons de toi. Alors, pour commencer, euh, qu'est-ce que tu penses à propos de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur récemment signé en janvier de 2026? Après plus de 25 ans de négociations, comme tu as déjà dit, et tu as déjà dit aussi
cet accord a provoqué des réactions extrêmement vives dans les mondes agricoles européens et français aussi, je vis à la télé. Euh, alors, quelle est, selon vous, la principale asymétrie qui le rend structurellement les déséquilibres pour les producteurs européens? C'est seulement la besoin des clauses miroirs pour trouver l'équilibre ou il y a des autres choses qui... euh, nous pouvons dire qui euh, euh, créer un crainte aux producteurs. Lorsqu'on entend j'allais dire la profession agricole parler, sachant qu'en fait, il y a des sensibilités différentes, hein, selon les types de production, selon les régions, selon les pays aussi. Il est vrai qu'effectivement, j'étais à Madrid il y a 3 semaines. On sent très bien que les Espagnols sont extrêmement favorables à l'accord Mercosur et on comprend pourquoi. C'est historique, voilà. C'est en fait les questions, elles sont principalement sur comment dire, sur les questions autour de l'utilisation et des interdictions posées par l'Europe sur les produits, ce qu'on appelle phytosanitaires, c'est-à-dire aussi bien les engrais que les produits de traitement contre, ce qu'on appelle classiquement les ravageurs des productions agricoles. Ouais, Et des substances qui sont interdites dans l'Union européenne, oui, oui, mais au Brésil, par exemple, elles sont autorisées. C'est voilà, ça? c'est ça, c'est ça. Et là, il y a vraiment, alors, euh, les agriculteurs français ne sont pas forcément pour l'utilisation de ces produits, mais quand on explique à un producteur, un agriculteur, on lui dit, toi, tu n'as pas le droit d'utiliser ces produits parce que ces produits ne sont pas bons pour la santé et ne sont pas bons pour la planète, lui, il va dire, mais pourquoi alors on autorise l'importation de produits agricoles qui ont été produits avec l'aide de ces produits, puisqu'on m'explique qu'ils ne sont pas bons ni pour ma santé à moi, ni pour la santé des personnes qui vivent autour de ma ferme, et qu'ils ne sont pas bons pour la planète. Pourquoi moi je peux pas les utiliser et pourquoi les autres les utilisent? Et et ce qui permet aux autres de produire mieux et moins cher. Oui, c'est ça. La Et c'est question très de compliqué. l'argent, c'est très compliqué. C'est Ouais. très compliqué à expliquer parce qu'effectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il est vrai que on a un système juridique dans l'Union européenne qui a commencé à s'intéresser à ces questions d'utilisation de produits phytosanitaires depuis déjà quelques années. Même si certains courants, certains réseaux considèrent qu'on va parfois un peu trop loin, puisqu'on est en train parfois de rendre vraiment très très difficile certaines productions. Et donc, ils nous disent, mais pourquoi nous, on nous interdit si on nous dit, enfin, pourquoi le message est l'interdiction? Si l'interdiction, elle n'est pas bonne pour tout le monde, elle n'est pas bonne pour tout le monde. Donc, pas simplement pour l'Europe. Oui, c'est ça. Nous ne pouvons dire qu'il y a des mondes. Non. Voilà, c'est Et ça. il n'y a pas le pays de l'Union européenne, le pays de Mercosur. Et ici, on peut utiliser des pesticides qui sont interdits à l'Union européenne. Non, nous vivons dans unique monde, dans un monde unique. C'est Voilà. ça. Et Ouais. on ne peut pas non plus expliquer aux agriculteurs français que nous, on a peut-être commencé un peu plus tôt et peut-être qu'il faut que le temps des autres pays de nous rejoindre. Mais la réponse est, et oui, et nous, pendant ce temps-là, nous allons mourir économiquement. Mais le plus difficile, c'est montré pour les producteurs au Brésil, au pays du Mercosur, la question économique doit, doit être au second
plein et nous devons comprendre l'importance des aspects phytosanitaires, des aspects de santé. C'est ça, et c'est trop difficile parce que, mais non, je peux produire quelque chose d'une façon moins chère, alors j'ai réutilisé les pesticides. Et c'est trop difficile à convaincre ces Et producteurs. il faudra du temps, il faudra du temps. Et puis, il y a une autre question, une difficulté d'ailleurs qui ne concerne pas que ni les pays Mercosur, ni les pays de l'Union européenne, c'est la question d'être en mesure être en mesure, pardon, de produire suffisamment de produits agricoles et alimentaires pour que toute la planète, pour que tous les habitants de la planète puissent manger à leur faim. Et on le sait aussi bien en Amérique du Sud que chez nous en Europe, nous avons quand même des capacités, enfin des régions agricoles qui sont très riches et qui nous permettent de produire beaucoup de choses. Or, malheureusement, on n'a pas toujours ça partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Soit parce qu'on a un Malheureusement. désert de glace, soit parce qu'on a un désert de sable. Ouais. Je crois que la recette des succès de cet accord, ce sera un, comment je peux dire, mon Dieu, ce sera l'équilibre de toutes les relations entre les... Oh, attention, nous devons prendre attention pour faire ce type de choses et toujours avec équilibre. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que l'équilibre, il va falloir le trouver entre les différentes activités qui sont concernées dans l'accord Mercosur. Et peut-être que, effectivement, il y a certains secteurs d'activité qui pourraient dégager un peu de quoi, c'est un peu l'idée qui existe, en tout cas au niveau européen, de faire un fonds d'aide et de soutien aux exploitants agricoles qui seraient touchés par l'application du Mercosur pour avoir un complément de revenu et pour leur permettre de subsister le temps qu'il y ait, que cet équilibre se refasse de part et d'autre de ce grand pont au travers de l'Atlantique. Et vraiment, je crois que le cœur du problème, et je retourne à la question des pesticides, je crois que, je sais pas, tu peux me dire vraiment, mais je crois que les producteurs français pensent, pourquoi je ne peux pas utiliser certains pesticides, tandis qu'ils sont concurrents au Mercosur, du Brésil, d'Argentine, Uruguay, Paraguay les utilise pour réduire ses coûts. Et nous retournons à la question économique. Je ne sais pas. Et je sais pas quelle est la solution pour cette équation. J'ai une autre question. À propos du point de vue du droit de la vigne et du vin, je sais, c'est votre domaine d'excellence. L'accord représente-t-il une menace réelle pour les appellations d'origine contrôlée françaises sur les marchés sud-américains? Et dans l'autre sens, euh, peut-on y voir des opportunités pour les producteurs brésiliens? Je pense notamment à la dénomination d'origine Vale dos Vinhedos au Rio Grande do Sul, euh, c'est notre première dénomination d'origine des vins du Brésil, qui reste à la Serra Gaúcha, au sud du Brésil, et aux producteurs de la région des Campagnes, aussi au Rio Grande do Sul. Qu'est-ce que tu penses à propos? Euh, je suis pas spécialement inquiète parce qu'en fait, dès lors que vous êtes dans un système d'appellation d'origine, même si il n'est pas tout à fait le même que le nôtre, mais à partir du moment où effectivement on est dans des systèmes de réciprocité, c'est-à-dire que l'Europe reconnaît les appellations d'origine du Brésil, enfin ou des pays Mercosur, puisqu'il y en a aussi en Argentine. Alors je connais moins Uruguay, Paraguay, mais en tout cas je sais que Argentine Argentine et et Brésil un peu.
Oui, oui. Euh, eh bien, je pense qu'en fait, là encore, c'est un peu des règles de commerce international, hein. À partir du moment où il y a une réciprocité, et c'est une vision aussi du monde du vin qui est différente de celle notamment des autres pays du vin, ce qu'on appelle des nouveaux pays du vin, puisque eux, et notamment les pays anglo-saxons, ont la culture du droit de la marque. Et effectivement, souvent des frictions entre pays d'appellation d'origine et pays du droit des marques, et parce que c'est deux visions complètement différentes. Donc, à partir du moment où on établit un système de réciprocité, moi, je pense que, et notamment parce que, au-delà du Mercosur, il y a, vous en parliez tout à l'heure, il y a l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'OIV. L'OIV, effectivement, je vais dire, une organisation intergouvernementale qui va être facilitateur, hein, qui va faciliter la montée en puissance, effectivement, de ces phénomènes de réciprocité. Et puis, parce que, effectivement, les appellations d'origine sont très très importantes dans le cadre de l'OIV. En fait, Parfait. on a un outil supplémentaire à côté, en plus, et avec le Mercosur, qui sont effectivement les documents OIV, puisque si les étudiants sont intéressés, il y a énormément de documentation sur justement les préconisations et les recommandations de l'OIV qui sont en open access, en libre accès sur le site de l'OIV. Oh, parfait. Je vais dire à des étudiants spécifiquement que j'ai Et prévu. avec, en ayant plusieurs langues, Ouais. voilà, en principe, puisque c'est une organisation intergouvernementale, on est à 51 pays. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait les 51 langues, parce qu'il n'y a pas forcément 51 langues, mais il y a un nombre de langues assez important dans lequel les documents sont Ah, traduits. Donc, je pense que portugais, espagnol, bien sûr français, anglais, là. Mais je pense que ça peut, s'ils font des recherches, ça peut être un outil important. Et puis, voilà, petite information complémentaire, l'Union européenne est considérée comme étant un État membre de l'OIV. Donc, une très grande partie des normes qui sont aujourd'hui européennes en droit de la vigne et du vin ont pour origine les résolutions, les travaux de l'OIV. parfait. Euh, Donc on a un terrain, on a vraiment là beaucoup ouais, plus de rapprochement. Le rapprochement est plus facile. je crois qu'on peut peut-être, je vais faire une autre invitation pour peut-être si vous pouvez un autre, un autre séance à propos de seulement du droit de la vigne et du vin, si vous pouvez emprunter dans quelques jours. On va voir. D'accord? Mais Euh, ce serait une avec autre- plaisir. merci beaucoup. Merci. Euh, une dernière question. Vos travaux sur les exploitations agricoles fragiles et les rebonds des agriculteurs en difficulté soulèvent une question fondamentale. Les droits ruraux européens est-il équipé pour protéger les et moyens producteurs face à une concurrence internationale que cet accord va inévitablement intensifier? Euh, ou faudra-t-il repenser les instruments, les fonds des 3,3 milliards d'euros annoncés par la Commission récemment, et les clauses de sauvegarde, comme les clauses miroirs, les autres clauses de sauvegarde bilatérales, à la lumière d'une réalité que que les législateurs n'avaient peut-être pas anticipé. Qu'est-ce que tu penses? Alors, la profession, enfin en tout cas beaucoup d'organisations professionnelles considèrent que le fonds qui a été créé, serait insuffisant. Ça peut, c'est une, En fait, c'est complexe, puisqu'en fait, dès lors qu'on va avoir une exploitation agricole qui va avoir des signes de difficulté financière, en fait, il y a deux origines. Est-ce que c'est une origine purement structurelle, c'est-à-dire c'est le fonctionnement?
C'est-à-dire qu'en fait, parce que la méthode de travail, parce que voilà, parce que est-ce que la production est adaptée à la région dans laquelle elle est faite, etc. Ça, c'est une vraie question. La crise, voilà, structurelle comme on a aujourd'hui, c'est par exemple sur la vigne et le vin, c'est la problématique à Bordeaux. Donc, en fait, et ici, la crise n'a rien à voir avec effectivement la signature de l'accord Mercosur. On peut avoir, par exemple, par contre, on peut avoir des crises qui sont, je vais dire, plus conjoncturelles, notamment, et en matière agricole, avant la problématique de la mise en œuvre de l'accord Mercosur, le premier problème que l'on a, il est sur la question d'existence d'aléas. On a plusieurs sortes d'aléas, on en a deux. On a l'aléa climatique, euh, les hivers, pas assez froid, trop d'eau, pas assez d'eau, trop de soleil, pas assez de soleil. Donc, il y a chaque fois avec les complications que ça fait. Et puis, on a un deuxième aléa que l'on ne maîtrise pas toujours et qui demande, qui nous oblige à avoir beaucoup d'humilité, c'est l'aléa sanitaire. D'accord. Parce que voilà. Et donc là, effectivement, il faut des mesures d'anticipation. Parfois, ça va être des mesures d'anticipation qui ne sont pas financières ou pas juridiques, en tout cas, mais qui vont être administratives sur la limitation de circulation des animaux en cas d'aléa sanitaire. Ou alors, effectivement, alors en France, on a des règles particulières. Enfin, on essaye d'adapter les règles sur les entreprises en difficulté, qu'on appelle le droit de l'insolvabilité. Ouais, On a des règles particulières qui s'adaptent pour les exploitations agricoles. Je pense qu'on pourrait encore un peu plus les adapter, mais je pense aussi qu'il faudrait que la profession agricole accepte euh, de se dire qu'on a des outils juridiques et qu'il faut ne pas hésiter à les utiliser. ouais, c'est ça. Et Alors, là, ces deux mondes, le monde du droit et le monde de l'agriculture, sont pas toujours des mondes qui communiquent beaucoup. ouais, et la communication, c'est presque, c'est trop petit. Elle est minimale. Minimal, c'est ça. Merci beaucoup. J'irai faire quelques classes de français chez toi. Euh, Chère Christine, merci. Pas seulement pour cet épisode, mais pour la façon dont vous pensez les droits. Sans concession, sans simplification, avec une attention constante à ce qui se passe vraiment dans les champs, dans les vignes, dans les tribunaux et dans aussi les salles de négociation internationales et aussi dans les salles de classe. Votre essai, je crois qu'il n'est pas seulement une analytique, et c'est vrai. Je parle avec mon cœur dans ces moments. Je crois que c'est un acte de responsabilité intellectuelle. Et j'ai vraiment euh, aimé la leçon d'aujourd'hui. Et ceux qui souhaitent approfondir les travaux de la professeure Lebel peuvent les retrouver sur la plateforme HAL Science. J'irai donner l'adresse à l'Internet après. Et aussi dans le revue Open Wine Law et Jus Vin, dont elle est membre des comités scientifiques. Je crois, Christine, que le droit rural n'est pas un droit minaire. Au contraire, c'est le droit qui décide si demain nous mangerons et à quelles conditions. Et aujourd'hui, tu as enfrunté, tu as donné à, à nous que nous avons accompagné ta leçon d'une façon unique. J'ai compris tout, c'était magnifique. Alors, euh, je vais parler un peu en portugais pour la conclusion.
E a todos vocês que acompanharam essa aula magna da professora Christine Lebel, espero que tenham gostado e, não menos importante, aproveitem esse momento para nos enviar questões que serão reenviadas a ela. Muitíssimo obrigado. Cher professeur Christine, nous avons une coutume dans l'événement quatrième Somme TSIG que les paroles finales toujours sont données par les conférencistes. Alors, les paroles finales euh, avec toi. Que dire? Ben, dans un premier temps, merci beaucoup d'essayer d'expliquer peut-être pourquoi certains agriculteurs français sont inquiets et pas simplement de mettre une image extrêmement négative et de rejet de l'agriculture française vis-à-vis des pays du Mercosur, parce que je pense que ce n'est pas l'idée, ça n'est pas le ressenti non plus chez les Français. Merci beaucoup de faire des liens entre le Brésil et la France. C'est toujours avec un grand plaisir que j'essaye de porter la parole du droit français et surtout du droit agricole et du droit de la vigne et du vin. Merci encore à tous. Et puis, je pense qu'on vous communiquera, je pense pour les étudiants, plus spécialement mon adresse mail. Et si effectivement ils veulent échanger sur une question ou sur l'autre, ce sera toujours aussi avec plaisir. Merci. Merci.